Donc Marie-Claude Marcelier est chercheure du commissariat à l'énergie atomique, donc les CEA. Elle travaille au musée de l'homme à Paris et est l'auteur de l'essai, enfin, c'est plutôt muséum d'histoire naturelle, c'est ça? Oui, en fait le musée de l'homme fait partie de musée. C'est ça, d'accord, ok. Et donc, j'ai pas mis la ligne, elle est l'auteur de l'essai Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale, qui est paru au PUF en 2020. Bon. Bonjour à tous et à toutes, et comme dit François, vraiment un grand bravo pour l'organisation de cette journée dont la thématique est très importante et dans ce lieu emblématique à Lyon qui effectivement a vu quand même la naissance quelque part de l'antispécisme français avec les cahiers antispécistes. Donc moi je vais vous parler du langage et de son importance dans la lutte contre le spécisme. Et donc je vais commencer par des considérations un peu générales sur l'importance du langage. Donc le langage, c'est un pouvoir symbolique qui organise la réalité des humains. Et ça a été maintes fois souligné par plein de sociologues, et en particulier par Pierre Bourdieu, dont l'ouvrage Langage et pouvoir symbolique est une mine de réflexion à ce sujet. Alors ce fait est particulièrement visible dans le domaine du lexique, parce que lorsqu'on choisit une dénomination pour un objet, une action ou un être vivant, eh bien, à la fois ça reflète et ça conditionne la valeur que nous leur accordons et donc le comportement que nous adoptons envers eux. Parce que quand on attribue un nom à un référent, en fait, eh bien, ça revient souvent à sélectionner parmi tous les traits celui qui est jugé le plus caractéristique ou le plus pertinent. Donc un exemple concret, si on désigne une masse de muscles comestibles par le terme morceau de viande, ça revient à sélectionner un aspect nutritif et ça confère un aspect appétissant. Maintenant, exactement le même objet, on le désigne sous le terme morceau de cadavre, et bien ça met en avant un fait différent, non pas que c'est nourrissant, mais que c'est issu d'un corps qui a été tué et ça confère un aspect répugnant. Alors, de nombreuses expériences ont illustré donc la puissance du langage et même son influence irrationnelle, qui est capable de surmonter les processus cognitifs les plus fondamentaux, et j'en citerai une en particulier. Elle provient de l'équipe de Paul Rosin aux États-Unis, de l'Université de Pennsylvanie. Et Paul Rosin a beaucoup étudié les influences de la pensée magique dans le domaine de l'alimentation. Et dans une de ces expériences, donc ces expériences qui sont faites sur un public a priori plutôt rationnel, puisque c'est des élèves d'université américaine, de jeunes adultes qui sont immergés dans un processus d'apprentissage. Et donc dans une de ces expériences, il y a 2 bouteilles, et chaque participant va voir un chercheur verser du sucre dans chacune des 2 bouteilles. On donne ensuite aux participants 2 étiquettes, une étiquette qui indique sucre et une étiquette qui indique cyanure de sodium. Et on demande aux participants de coller lui-même une seule étiquette sur chacune des bouteilles. Alors, ensuite, on remplit 2 tasses d'eau et on va ajouter à chaque tasse une cuillerée de sucre qui provient de la bouteille A ou de la bouteille B. Et après, on demande aux participants d'évaluer, de donner une appréciation de l'envie qu'ils ont de boire dans chacune de ces tasses. Après, ils doivent choisir une tasse, ils doivent boire une gorgée. Eh bien, il y a très significativement plus d'étudiants qui préfèrent boire la gorgée de la tasse dans laquelle a été versé un peu de sucre provenant de la bouteille étiquetée sucre. Donc, alors que ce sont des gens qui ont vu que c'était la même poudre qui a été versée dans les 2 bouteilles, que ce sont les gens qui ont étiqueté eux-mêmes les bouteilles, donc qui savent pertinemment qu'il n'y a aucune différence, eh bien, il y a quand même cette tendance significative. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça démontre l'existence d'une espèce de réalisme nominal, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à comprendre que les mots, d'une certaine manière, sont arbitraires, et il y a cette idée que les mots soit correspondent, soit ont une influence directe sur la réalité des choses. Et donc ça, en dépit donc, de toute expérience des témoignages des sens et de tout bagage cognitif. Donc autant dire que la façon de nommer les choses, c'est un enjeu crucial. Et tant que la chair animale est dénommée par un terme positif comme viande, qui est de la même famille que vivre, ce que rappellent régulièrement
les gens du marketing, eh bien, beaucoup de gens ne parviennent simplement pas à la concevoir comme un morceau de cadavre. Donc, je vais parler de 3 mécanismes par lesquels l'usage courant de la langue française reflète et perpétue le spécisme, le mépris des animaux qui ne font pas partie de l'espèce humaine. Donc, ces mécanismes, c'est les suivants. D'abord, l'inscription d'une opposition radicale entre humains et non-humains, la dévalorisation des animaux non-humains et l'occultation des souffrances qui leur sont infligées par les humains. Commençons par les dispositifs linguistiques d'opposition entre les humains et les autres animaux, donc qui sont multiples. Alors le plus apparent, c'est évidemment l'existence de formes simples et non de périphrases pour désigner les animaux non-humains en bloc. Donc il s'agit des termes bête et de l'acception courante d'animal. Donc je parle ici de l'acception courante d'animal, puisque dans un sens scientifique, animal signifie métazoaire, donc les animaux c'est l'ensemble des métazoaires dont les humains font évidemment partie. Bête et animal au sens d'animal non humain, donc ce ne sont pas des catégories rationnelles, définies positivement au moyen de caractères spécifiques partagés par leurs membres, ce sont des catégories négatives, des catégories d'exclusion, qui ne font référence qu'aux humains, puisque le critère d'appartenance est d'être n'importe quel animal, mais non humain. Donc bête et animal au sens d'animal non humain me semblent donc des termes particulièrement violents, puisqu'ils désignent en fait une catégorie sociale, celle des êtres sentients les plus exploités, celle des êtres tuables, qu'on peut tuer soit légalement, soit illégalement, mais sans encourir de sanctions significatives. Donc Axel Pléiustre-Brauer et Yves Bonardel ont dénoncé ce terme avec beaucoup de pertinence dans leur dernier livre intitulé « Solidarité animale ». Alors, notre langue consacre encore l'opposition entre les humains et les autres animaux par le fait de réserver aux humains certains termes, comme personne, quelqu'un, autrui ou victime. Donc un animal non humain n'est pas une personne, d'après les dictionnaires, il ne peut pas non plus être désigné par le terme quelqu'un. Cette restriction arbitraire implique que tous les animaux non humains sont dépourvus des caractéristiques positives fortement associées à personne et quelqu'un, caractéristiques telles que l'individualité, la personnalité, l'intelligence, etc. Alors la distinction des humains est aussi marquée dans notre langage par l'usage de termes différents chez les humains et chez d'autres animaux pour désigner des parties du corps ou des processus biologiques qui sont pourtant semblables ou homologues. Ainsi, le visage ou la figure ne sont pas des attributs que notre langage accorde à d'autres animaux que nous. Et on peut noter par exemple que les mammifères non humaines peuvent être gravides ou pleines et mettre bas, tandis que seules les humaines peuvent être dites enceintes et accoucher au terme d'une grossesse. Alors, le domaine des émotions et de la cognition est celui dans lequel notre langage inscrit le plus fortement la fracture entre les humains et les autres animaux. Les termes correspondants comme amitié, tristesse, peur, intelligence, etc. sont soit entièrement réservés aux humains, soit présentent différentes acceptions, mais dont certaines sont strictement limitées aux humains. Donc un cas exemplaire est celui de sexualité, dont le trésor de la langue française informatisée, donc c'est un dictionnaire qui a été conçu par une équipe de CNRS au XXe siècle. Donc ce dictionnaire définit la sexualité pour les organismes vivants en général comme l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent à la reproduction et qui réserve aux humains l'acception spécialisée avec une composante psychique cruciale d'ensemble des tendances et des activités, généralement accompagnées d'un échange psycho-affectif qui recherche le plaisir charnel. Donc autant dire que les autres animaux sont dépourvus de plaisir sexuel. Après ces dispositifs linguistiques de ségrégation, voyons les mécanismes de dévalorisation des animaux non humains. Alors, il convient d'abord de noter l'extrême polarisation des termes humain ou animal ou bête, alors qu'humanité est synonyme de bonté, de bienveillance, de compassion, de générosité. Animalité et bestialité sont synonymes de violence, de cruauté, de dépravation, d'abrutissement. Ces caractéristiques négatives générales se retrouvent de façon particulière dans les métaphores et expressions lexicalisées qui s'attachent à de nombreuses espèces et présentent les animaux non humains comme des êtres essentiellement sans valeur ni individualité, stupides et malfaisants, sales et obscènes. Donc les exemples sont abondants. Bête en tant qu'adjectif signifie stupide par exemple, et puis comme le terme animal lui-même, de très nombreux termes
noms d'espèces sont des insultes, poule mouillée, chacal, chienne, etc. Donc ça, c'est un type vraiment de violence symbolique très, très simple. Alors, le troisième type de violence symbolique exercée par notre langue correspond au dispositif d'euphémisation et d'occultation des violences physiques que nous infligeons aux autres animaux. Donc la violence des procédés de mise à mort est dissimulée sous des termes techniques comme prélèvement pour les animaux tués en milieu naturel par la chasse, piégeage ou pêche, la gestion des collections pour les animaux tués dans les parcs zoologiques, l'euthanasie pour la mise à mort d'animaux en pleine santé. Sont aussi utilisés des termes généraux et polysémiques tels qu'abattage ou des mots à contresens, bien-être pour désigner la souffrance des élevages intensifs, soins pour désigner les mutilations, etc. Bref, donc l'usage irréfléchi de notre langage conduit à des violences symboliques quotidiennes qui sont probablement largement inconscientes, la plupart d'entre nous, mais qui ne peuvent que conforter implicitement les humains à exploiter les autres animaux, représentés encore une fois comme des êtres vivants très différents des humains, inférieurs, et finalement pas si mal traités que ça. Alors le langage est un instrument d'action politique essentiel pour modifier les valeurs qui sont abstraites, mais aussi les comportements qui sont concrets. Donc toute amélioration du statut de groupe opprimé s'accompagne de modifications du langage, qui à la fois marque et facilite ces changements. Dans le cas des animaux non humains aussi, donc, il apparaît important d'encourager certaines modifications, en particulier du lexique, pour lutter contre le spécisme. Alors, certaines personnes semblent opposées à ces modifications, qui, disent-elles, dénatureraient la langue française. Bon, cependant, il est évident que toute langue évolue en permanence. Le latin moderne s'appelle l'italien. En français même, depuis quelques décennies, on ne dit plus être juif au sens de, je cite, chercher à gagner de l'argent par des moyens injustes et sordides, ce qui est une définition qu'on retrouve dans le dictionnaire de l'Académie française, je pense jusqu'en 1935. On ne dit plus Judas pour signifier traître, et ni travailler comme un nègre pour travailler comme un esclave. Depuis une trentaine d'années, la réintroduction de noms féminins pour désigner des postes ou des professions exercées par les humaines a été essentielle à leur progression dans les sphères politiques, économiques, culturelles. Donc adopter une façon de s'exprimer qui soit adaptée à ce que la biologie de l'évolution, l'éthologie et les images des lanceurs d'alerte nous révèlent, permet, je pense, est un instrument de réflexion et d'argumentation important. Dans cette perspective, on peut donc avancer quelques recommandations qui limitent les violences symboliques grâce à un usage plus critique et plus rationnel de notre langue. Bon, première recommandation la plus simple, c'est éviter des expressions et métaphores dont les sous-entendus sont à la fois dépréciatifs et absurdes. Balance ton porc, cervelle de moineau, avoir d'autres chats à fouetter, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc. Bon, donc ça, c'est une proposition vraiment minimale, simple à comprendre et à suivre, bon, qui demande quand même un petit peu de discipline. Idéalement, ce serait bien d'éviter les termes bêtes, bêtement, bêtises, etc. Deuxième proposition, donc on va un peu par ordre, par crescendo, ce serait utiliser animal uniquement dans son sens, son acception scientifique de métazoaire, qui inclut donc les humains. Bon, ça nous permettrait de nous ramener un peu à la réalité de notre expérience humaine et de notre parenté avec les autres animaux. Et ça réduirait automatiquement les connotations péjoratives de violence ou de dépravation qui sont attachées au terme animal et à ses composés. Donc l'expression classique, encore en philosophie aujourd'hui, je cite, l'homme et l'animal, donc à la fois spéciste et sexiste, avec homme comme masculin pseudo-générique, semble particulièrement à proscrire. Alors, la littérature anglo-saxonne sur le spécisme utilise déjà largement l'expression non-human animals ou les autres animaux, mais c'est vrai que cette habitude est encore rare dans les ouvrages en français. Autre recommandation, donc pour les traits homologues ou des états mentaux qui correspondent à des comportements semblables à ceux des humains, on peut recommander pour d'autres animaux l'usage de termes aujourd'hui largement réservés aux humains, tels que bouche, visage, rire, accoucher, etc. Visage est particulièrement important parce qu'il est directement lié à l'idée de personnalité. Donc, vous parlez du visage d'un chien, par exemple, je pense que personne ne pourrait vraiment objectivement
contredire cette expression et en même temps la prononcer, je pense que c'est très significatif. Alors, de multiples études ont mis en évidence chez de nombreuses espèces les caractéristiques psychiques que nous associons à la notion de personne. Donc, il s'agit notamment de processus cognitifs et émotionnels complexes, de particularités comme des désirs ou des craintes, des préférences et des aversions, des traits de caractère variables d'un individu à l'autre, mais aussi stables chez un individu donné que chez les humains. Par exemple, dans les études en éthologie, on parle, enfin dans le titre des articles, dans les études scientifiques, on parle de personality, de personnalité vraiment pour les humains. Donc ça, c'est quelque chose qui, en éthologie, est courant. Et donc, je pense que c'est important de le transcrire aussi dans le langage français courant. Donc on peut considérer que nombre d'animaux non humains peuvent correspondre vraiment aux critères de personnes et peuvent être légitimement désignés comme tels, et on peut encourager l'usage du terme personne à propos d'animaux non humains. Alors, de ces considérations suit logiquement la recommandation d'utiliser le pronom interrogatif qui et non que, ou les pronoms quelqu'un plutôt que quelque chose, pour parler des autres animaux. Et c'est vrai que le message est effectivement sensiblement différent si on demande à des chasseurs vous avez tué quelque chose, qu'est-ce que vous avez tué? Ou si on leur demande vous avez tué quelqu'un, parce qu'un sanglier, ça a aussi une personnalité, des relations familiales, etc. Donc, qui avez-vous tué? Alors, enfin, il serait souhaitable d'éviter les euphémismes et contresens qui contribuent au déni systématique des souffrances infligées par les humains aux autres animaux. Donc, je les ai cités tout à l'heure. Par exemple, je pense que c'est assez clair que le terme meurtre est plus adapté qu'abattage pour traiter les 3 millions de personnes qui sont égorgées de manière préméditée quotidiennement dans les abattoirs français. Or, ce terme est aussi utilisé sans aucune intention polémique anti-viande, dans la formule meurtre alimentaire, par des chercheurs et chercheuses comme Noélie Vial ou Jean-Pierre Poulain, qui sont spécialistes de l'alimentation. Donc je pense qu'on peut vraiment employer ce terme meurtre en s'offrant le luxe de la caution de ces spécialistes de l'alimentation. Alors, un exemple remarquable de ces termes fallacieux, c'est celui de bien-être animal. Donc on a récemment écrit avec Frédéric Mesguich un article intitulé « Parle-nous trop du bien-être animal », c'est dans le journal en ligne The Conversation, pour dénoncer l'usage abusif de ce terme et proposer de lui substituer l'expression « mal-être animal » pour ses acceptions négatives. Donc je vais finir rapidement là-dessus. L'idée, c'est que l'expression bien-être animal, ça présente deux implications trompeuses pour le grand public. D'abord parce que ces enjeux semblent couvrir des points accessoires qui sont de confort. Parce que pour un francophone, bien-être, c'est sentiment d'épanouissement, c'est l'hédonisme, c'est les massages. Et pour les animaux non humains, bien-être, ça veut dire par exemple avoir le crâne défoncé avant de se faire égorger. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Et d'autre part, parler sans arrêt du bien-être animal, eh bien, ça laisse entendre que les conditions de vie de la majorité des animaux d'élevage, par exemple, respecteraient au moins leurs besoins primaires, qui sont définis sur le site du ministère de l'Agriculture comme les 5 libertés, dont capacité d'exprimer les comportements naturels de son espèce ou absence de souffrance. Bon. Donc pour nous, cette expression bien-être animal, elle est doublement fallacieuse. C'est du confort et en plus, c'est déjà assuré. Alors ces méprises seraient évitées par l'emploi de l'expression mal-être animal, au sens de souffrance physique et mentale, pour se référer d'une manière générale aux problématiques de la protection animale, qui correspondent beaucoup plus à des souffrances qu'à du bonheur. Donc on ne propose pas d'abandonner l'usage de bien-être pour les autres animaux, mais de le restreindre à son sens intuitif de sentiment d'agrément et d'épanouissement. On pourrait ainsi distinguer clairement des mesures négatives de réduction du mal-être animal, qui limitent la détresse psychologique et physique, des mesures positives visant à augmenter le bien-être comme des jeux ou des friandises. Donc, à retenir, voilà, le message principal de mon intervention, c'est que l'usage commun de notre langue, celui qui est recommandé par les dictionnaires, est marqué par le spécisme. Il oppose les humains et les non-humains, il dévalorise les non-humains, il occulte les violences qu'ils subissent de la part des humains.
Donc ce fait étant reconnu, nous avons tout loisir d'adopter un usage plus critique et plus rationnel de notre langue. Et comme le proclame le titre d'un ouvrage récent de Maria Candea et Laëlia Véron, le français est à nous. Les langues se définissent par l'usage de leurs locuteurs et locutrices. Faisons évoluer nos usages et débarrassons notre langue de ses stories spécistes. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Et du coup, on a déjà 2 questions dans le chat. Du coup, si ça te va, je peux te les lire. J'espère qu'on entend au micro aussi, mais vous les voyez dans le chat de toute façon. Donc, y a-t-il vraiment un problème à parler d'animal comme catégorie sociale? On n'arrête pas de parler de femmes, noires, de prolétaires dans les autres luttes sociales, malgré les stigmates. Oui, donc c'est quand même, c'est aussi un problème, je pense, sérieux. Hein. Oui, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas... effectivement, on a besoin d'un mot pour désigner les animaux non humains. Mais je pense que c'est important de dire animaux non humains parce que ça apparaît comme une construction sociologique. Tandis que quand on dit animal pour désigner les non humains, c'est comme si c'était une espèce de catégorie intuitive qui était comme on parle des tables ou des chaises. Et le fait de dire voilà, animal non humain, ça montre encore une fois, l'aspect assez construit sociologiquement, arbitraire de... Bon, les Noirs, par exemple, ça ne veut rien dire. Les Noirs, c'est des non-blancs. Parce que, je ne sais pas, il y a des personnes à la peau nue, d'abord, c'est un terme qui est quand même très compliqué, je trouve. C'est des personnes qui ont la peau plus foncée que d'autres. Donc, il y en a en Afrique subsaharienne, il y en a en Inde du Sud. Est-ce que les Philippins sont des Noirs? Enfin, c'est... Voilà, donc en fait, ce qu'on veut dire par noir, essentiellement, ça veut dire des non-blancs. Et donc c'est important de... Il faut encore définir blanc. Donc je pense que c'est important pour de conserver des termes qui marquent l'aspect construit de ces notions, marquer leur caractère social et pas rationnel. Ouais, je pense que ça prendra d'autant plus sens, encore plus avec la prochaine présentation où il sera aussi question de construction de la notion d'espèce en tant que catégorie sociale. Je te fais une question au rebond. Moi, une fois, on m'a déjà reproché d'utiliser non-humain, en fait, parce que ça construirait 2 catégories, les humains d'un côté et tous les autres animaux dans un même sac de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une évidence. Et c'est vrai qu'idéalement, on peut imaginer que dans un monde qui ne serait plus spéciste, on n'arrête plus à parler des non-humains d'une manière générale. En fait, ce qui les rassemble, c'est leur oppression par les humains. C'est une catégorie sociale. Mais les chiens sont différents des chats, des vaches, etc. Donc normalement, on ne devrait pas parler des non-humains, on devrait parler d'individus particuliers. Et donc, à terme, ça c'est un terme de lutte pour mettre en avant l'aspect construit des choses. Mais il est évident que l'idéal, c'est de ne plus après avoir à parler de non-humains, mais de désigner tel individu chien ou telle personne féline. J'ai une deuxième question dans le chat. La personne dit « Quel régal de vous écouter, Marie-Claude Marcelier ?» Et elle rebondit en fait sur la question de bien-être. Elle dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas plus la mettre en avant mais de la bonne façon à déterminer autrement qu'actuellement. Mais est-ce que ce serait intéressant d'encourager pour mieux combattre le spécisme? D'encourager le bien-être, l'usage ouais, du bien-être. Mettre en avant cette notion. En fait, nous, on ne propose pas d'abandonner le bien-être parce que l'idée, c'est que tous les animaux, humains et non humains, puissent ultimement jouir du bien-être. Mais il ne faut pas appeler bien-être le fait de se faire défoncer le crâne. Et il ne faut pas tout mélanger, mais que les autres animaux aient aussi des expériences de vie positives, on ne peut que souhaiter ça. Il faudrait que bien-être ne soit utilisé... alors, j'ai souvent cette analogie, par exemple, dans 1984 d'Orwell, il y a le ministère de l'amour. Donc le ministère de l'amour, en fait, c'est ce qu'on appelle en France le ministère de l'Intérieur, en fait c'est la police, quoi. Qui va torturer joyeusement le héros le protagoniste principal de 1984. Il faut pas employer des termes à contresens. Quand on parle de bien-être, pour parler de défonçage de crâne,
c'est, comment dirais-je, c'est une perte de repère. Faut pas, voilà. Donc, mais par contre, garder bien-être, évidemment, le bien-être de tous les animaux humains et non humains est une perspective, est un objectif hautement souhaitable.